Moi, je m'appelle Ghislaine Jenny, je suis orthésiste à Lorient. Alors, le terme exact, c'est orthopédiste, orthésiste, podologiste, mais en général, on dit orthésiste. Donc, ce métier est un très vieux métier qui existe depuis des centaines d'années, qui s'appelait autrefois corsetier bandagiste. Et donc, on est spécialisé sur tout ce qui est orthopédie de série et de sur-mesure, c'est-à-dire ce que vous trouvez en pharmacie, mais de façon beaucoup plus développée et surtout spécialisée en sur-mesure. On a le droit du diagnostic de l'appareillage, c'est-à-dire que vous arrivez auprès d'un orthésiste. Alors, c'est facile, hein, il suffit de regarder sur le catalogue à notes ou sur le catalogue du SNOF, qui est le syndicat des orthopédistes. Si vous celui qui est plus près de chez vous, l'orthésiste a un droit de diagnostic d'appareillage. C'est-à-dire que quand vous avez une prescription pour une chaussette bas ou collant, ce qu'on appelle orthèse élastique de compression veineuse dans la législation française. Il faut savoir qu'en France, la législation est très en retard par rapport à l'Europe et le monde. Donc, on parle uniquement légalement de compression, orthèse élastique de compression veineuse. Voilà. Or, il existe de la contention lymphatique, il existe du tricot plat, du tricot circulaire, on en parlera tout à l'heure. Donc, quand vous arrivez avec votre prescription, l'angiologue est censé, ou le généraliste, est censé mettre l'orientation médicale, c'est-à-dire pour quelle pathologie, pour quelle action, ce qui n'est jamais fait. Donc, c'est le rôle justement de l'appareilleur, de l'orthésiste, de vous faire le bon choix. Le bon choix par rapport à votre morphologie, le bon choix par rapport à vos styles de vie et le bon choix aussi par rapport à votre capacité financière. Alors, tu voulais que je parle de moi? Oui, je voulais que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu t'étais spécialisée, parce que tu as une spécialisation en Voilà. lymphologie et dans l'lipœdème. Et voilà, Alors, Donc, moi, j'ai 51 ans aujourd'hui. Et en fait, j'étais diagnostiquée du lipodème à 40 ans, donc très tardivement. Sachant que j'avais un ancien métier, j'étais ingénieur en études agroalimentaires, je changeais souvent de région, donc des angiologues, j'en ai vu multes et multes. Il a fallu que je tombe sur une qui dit « Je n'y connais rien, mais je pense que vous avez ça, je vous envoie à Montpellier ». À l'époque, j'habitais Saint-Étienne dans le 42, donc j'ai fait 400 km pour aller à l'hôpital de Montpellier. Donc le diagnostic a été posé. J'ai eu mon premier collant rectiligne sur Montpellier. Et après, quand je suis rentrée chez moi, eh ben, ça a été la galère parce que je ne trouvais pas quelqu'un qui connaissait et qui pouvait faire. Donc, du coup, comme j'étais en transition aussi professionnelle dans le sens où j'en avais un peu marre de la pression, le stress que j'avais dans mon métier, eh ben, je me suis dit, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais me former pour pouvoir m'appareiller comme il faut. Et comme j'étais très en colère qu'on m'ait diagnostiqué si tard, je voulais militer aussi. Je voulais agir, je voulais... Enfin, quand on a une maladie, on est passif sur une maladie, je pense que la meilleure thérapie, c'est d'agir. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réagi, c'est-à-dire que on m'a baladé de 16 ans, parce qu'à partir de 16 ans, j'ai eu mal aux jambes, à 40 ans. On m'a laissé sur le côté, heureusement, j'ai eu des réflexes de bonne hygiène de vie en termes d'alimentation, en termes d'activité physique et ainsi de suite. Mais si j'avais été diagnostiquée beaucoup plus tôt, j'aurais pas souffert, j'aurais plein de choses, que j'aurais pas subi beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu... voilà, donc j'ai profité d'un licenciement économique pour faire la formation d'orthopédiste orthésiste et j'ai présenté mon mémoire de lipo-lymphodème. Parce qu'on m'avait dit à l'époque, à Montpellier, que j'avais un lipo-lymphodème. Alors, autant vous dire que j'étais lynchée par mes professeurs en disant c'est quoi cette connerie, ça n'existe pas, de toute façon, une compression, c'est une compression, qu'est-ce que vous m'emmerdez avec ça, c'est tout la même chose, c'est du blabla. Donc, on m'a mis un 10 sur 20 pour dire de ne pas m'éliminer, mais on s'est bien foutu de moi. Voilà. J'en ai pleuré. C'était pour moi, ce jugement a été... j'avais été jugée par le corps médical et là, j'étais jugée par mes maîtres, mes professeurs. Ça a été terrible pour moi. Je ne me suis pas découragée. J'avais fait donc du coup des stages à différents coins de France.
chez les spécialistes pour voir qu'est-ce qui se faisait par Mons et par Vaux à différents endroits. Et je ne me suis pas découragée. Donc, je n'ai pas pu me mettre à mon compte parce que c'est compliqué en tant qu'orthésiste. Mais j'ai fait encore mon petit tour de France pour continuer à occuper des postes pour vraiment me former. Et tout de suite, j'ai intégré la SFL, la Société française de lymphologie, qui est une corporation où en fait des professionnels de santé se rassemblent une fois par an pour écouter des conférences, pour se rencontrer, pour discuter, pour être au fait des actualités. Et au début, j'étais la seule orthésiste. Il y a 7 ans, j'étais la seule orthésiste. Maintenant, il y en a un peu plus. Parce qu'il faut savoir que les seuls spécialistes qui connaissent un minimum, mais très flou, l'hypodème, c'est les services de lymphologie. Oui. Donc, voilà. Et tout de suite, en fait, j'étais même adhérente à l'AVML avant d'être à la SFL parce que à l'AVML, qui est basée à Montpellier, où j'étais diagnostiquée, j'avais été voir les kinés et les équipes de kinés pour renseigner sur qu'est-ce qu'il fallait faire en drainage et tout ça, parce que je n'y connaissais rien. Donc j'étais adhérente. Juste pour préciser, la VML, c'est l'association Mieux Vivre le Lymphédème. Voilà. C'est une association de patients, maintenant qui a intégré des professionnels de santé. C'est une association très importante qui existe depuis 15 ans et qui milite pour faire reconnaître la maladie, parce que la sécurité sociale n'a toujours pas évolué à ce niveau-là, ce qui est bien dommage, en termes de reconnaissance, de parcours de soins et de remboursement. Voilà. Voilà. Et j'ai eu l'occasion, dans mes stages, de faire notamment un à Mulhouse. Et ça, c'était extraordinaire parce qu'à Mulhouse, c'est le seul hôpital en France qui prend réellement et correctement en charge les lipodèmes parce qu'ils ont un partenariat avec l'hôpital de Fribourg. C'est-à-dire que les Alsaciens peuvent faire prendre en charge leur cure décongestive une année sur l'Allemagne, une année sur la France. Chose qu'on a nulle part ailleurs. Donc, ça a été une émotion de rencontrer des patientes qui avaient cette maladie, certaines à des stades plus avancés, et de voir qu'il y avait une issue et que j'étais sur la bonne voie, même si ça allait être galère, parce que voilà, pour moi, ça a été quelque chose de très important. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je suis installée en Bretagne. Pourquoi? Parce que ça a toujours été ma région préférée. Et l'autre raison, c'est que je voulais pouvoir faire toute l'année du Longe-Côte. Parce que le froid, l'iode, je ne sais pas trop, le mouvement, maintenant on a confirmation que la pression de l'eau, c'est la pression la plus importante qui puisse exister, soulage. Et en un an, j'ai dégonflé à une vitesse. Moi, il faut savoir que j'ai un stade 3. Aujourd'hui, effectivement, j'ai un visage beaucoup plus affiné parce que, effectivement, en 10 ans, j'ai mis en œuvre beaucoup de choses. On est tous différentes. On peut avoir un lipodème précoce comme un lipodème plus tardif avec les grossesses. La progression de la maladie n'est pas la même en fonction des personnes, on va dire. Voilà. Moi, j'étais quand même à un stade très avancé et j'étais très handicapée. Donc voilà. Et tu en es où alors au jour d'aujourd'hui par rapport à ton lipodème? Alors à ce jour, après 10 ans de drainage, de collant rectiligne, je ne vais pas dire que les douleurs ont disparu, mais elles ont fortement diminué. La psychologie, ma psychologie n'est plus du tout la même. Hein. Je suis plus du tout passive. Je suis active je suis passée du stade de la colère à un stade de l'action. Et maintenant, je ne vais pas dire à l'euphorie, mais à la joie d'entreprendre avec d'autres, parce que je me sentais isolée. Et de trouver l'association et de travailler avec l'association, ça m'aide beaucoup psychologiquement. Et puis aussi au niveau de la SFL, comme j'y vais quand même tous les ans, petit à petit, d'expliquer la pathologie, même d'expliquer quel est mon métier, parce que même mes kinés, les angiologues ne se rappellent plus ce que c'est qu'un orthésiste. Et qui reconnaissent mon visage et qu'à chaque fois, ils me voient mon corps changer. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je pense que c'est la meilleure démonstration. Donc, 10 ans de drainage, 2 fois par an,
2 fois par semaine sur une période, on va dire, 1 mois et demi. Et je me suis enfin décidée, grâce à l'aide de ma famille aussi, parce qu'ils m'ont aidée financièrement, à commencer les opérations. Donc, j'ai commencé par les bras parce que j'avais une perte de force importante. Je ne pouvais plus ouvrir une bouteille, je ne pouvais plus changer une ampoule. Alors, je ne dis pas de faire de la gymnastique, les jambes en l'air, les bras en l'air, c'était même pas la peine. Pourtant, j'ai toujours fait du sport, du tennis, du vélo, de la natation, enfin, plein de choses. Donc, j'ai commencé par les bras. Et 6 mois après, et c'était beaucoup trop court pour moi, cheville, mollet, genou. Alors, j'ai beaucoup souffert des opérations parce que je suis résistante aux antidouleurs. J'ai beaucoup souffert de la pré-opération parce que beaucoup de cordes lymphatiques au niveau des bras et j'ai subi une rétractation du tendon d'Achille et des ligaments des pieds parce qu'en fait, mon stade 3 était déjà très avancé. Donc, il y a beaucoup de masses qui ont été enlevées et les muscles étaient déjà très contracturés. Il fallait faire tout un travail d'étirement, mais forcément, ça joue sur la biodynamique du corps. Et il a fallu que je réapprenne, et je continue encore, à faire aussi de la rééducation posturale pour synchroniser ma gauche, ma droite, mes bras, mes jambes. Voilà, parce que cette maladie, on est enfermé dans une combinaison de plongée permanente et on ne peut plus, comment dire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais surtout, même si on essaie de continuer à faire de l'activité pour entretenir sa musculature, parce qu'il ne faut pas être inactif, on ne peut plus faire des choses simples, en dehors du fait que la douleur cutanée au toucher, à l'effleurage est juste problématique. Et voilà, donc j'avais résolu en partie cette douleur d'effleurage et de brûlure cutanée, mais physiquement, j'adore faire de la voile, je ne pouvais plus, parce que je ne pouvais plus m'accroupir, me relever. Euh, même dans mon boulot, il y a plein de choses, je ne pouvais plus. Donc, j'ai fait que 2 opérations sur 3. Et la troisième, j'ai attendu 1 an pour vraiment me rétablir. Et donc là, en tant que professionnel de santé, si tu pouvais donner des conseils à des personnes qui partagent cette pathologie dans le cadre de ton métier d'orthésiste, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, moi, mon métier d'orthésiste, un métier d'orthésiste, c'est effectivement choisir l'appareil et informer, éduquer la personne à bien utiliser correctement l'appareil. Voilà. Que ce soit une attelle de main thermoformée ou quoi que ce soit. Et le premier conseil que je donne pour une personne qui a un lipodème, c'est vous qui êtes maître de votre protocole de soins. C'est vous qui savez ce qu'il vous faut. Et après, au fur et à mesure, vous allez informer et former votre kiné et former et informer votre orthésiste. Donc, moi, ma position d'orthésiste, j'explique ce que c'est que la maladie. D'abord, je pose une série de questions pour valider parce que les patients me sont envoyés par des kinés que j'ai, on va dire, formés, enfin, voilà, qui font Ta partie sensibilité à la maladie, oui. Voilà, et qui font partie des réseaux comme le RKS, c'est-à-dire les kinés du sein, ou la KTL, ou la VML, ou la SFL, enfin des kinés qui se sentent concernés, des angiologues également qui veulent trouver des solutions pour leurs patientes, hein, parce qu'une grande majorité d'angiologues se préoccupent de l'opération des varices, mais le reste dit qu'on ne peut rien faire, alors que c'est complètement faux. J'essaye de sensibiliser aussi les généralistes sur cette pathologie-là. Donc, le premier conseil, comme je disais, c'est surtout vous tenir droit dans vos bottes et vous dire que c'est vous qui êtes maître de votre protocole de soins. C'est vous qui savez ce que vous avez et il faut arriver à savoir où vous en êtes et quelle est la priorité des actions à mener. Donc, c'est là où effectivement, il y a peut-être un travail de recherche, en tout cas au niveau de l'association Maladie du lipodème France, on peut vous aider, c'est de comprendre à quel stade vous en êtes et quelles sont vos priorités. Donc moi, en tant que professionnel, je dis,
dans un premier temps, je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez avoir moins mal ou est-ce que vous voulez être plus fine? Et ça, c'est une question très psychologique. Parce que si on est uniquement dans le schéma « je veux être belle parce que je suis moche », ça veut dire qu'on est enterré dans une culpabilité psychologique que moi, j'ai été à un moment donné. Et ça, c'est tout un travail à faire. Et si ce travail, il ne s'enclenche pas, on va avoir du mal à supporter la pression du collant, alors que c'est ce qui va nous aider. Parce qu'il y a une phase transitoire. Si on est pris suffisamment tôt, un stade 1, début stade 2, qu'il n'y a pas beaucoup de douleur, on va s'adapter rapidement. Si on est diagnostiqué tardivement, comme ça a été mon cas, où j'étais à un stade 3 avancé, voilà, les collants, au début, on a du mal. Donc, essayer de comprendre où on en est, commencer par des drainages. Alors attention, les drainages, tout le corps médical des médecins et les kinérépètes disent que le drainage, c'est un traitement de confort. C'est faux. Pour moi, en tout cas, à mon point de vue, c'est faux, parce que vous avez des douleurs inflammatoires cutanées, vous avez un effleurage et une pression au niveau de la peau qui est douloureuse. Variable en fonction des personnes, hein, bien évidemment. Après, on va avoir une texture qui est plus ou moins dense. Par exemple, hier, j'ai vu une maman et sa fille. Donc, la maman de 46 ans qui avait l'hypodème avancé, mais très souple. Et quand j'appuyais, ça allait parce qu'elle avait mis en place une alimentation anti-inflammatoire, des activités physiques et tout ça. Et sa fille, qui avait 19 ans, elle avait une texture très dense et très douloureuse. Donc, sur la maman, alors qu'elle n'avait pas fait de drainage, directement, on est allé sur le colon rectiligne. En plus, elle avait des comorbidités associées à la maladie, des douleurs arthrosiques, colopathie fonctionnelle, kyste ovarien, enfin, je vous en passe. Donc, vraiment, la pression est antalgique dans un premier temps et également va agir ce qu'on appelle le phénomène d'anoïkose, comme dit le professeur Belgrado, qui en fait le ralentissement de la progression de ce développement de cellules. Donc, au fur et à mesure de donner des pistes d'action, donner des liens sur des sites qui sont bien faits, n'est-ce pas, Rislaine? Donc, le tien en fait partie, sur tout l'hygiène de vie anti-inflammatoire. Il faut savoir que sur un lipodème, comme sur un lymphodème, le facteur stress est un gros facteur accélérateur. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai vu pour plusieurs patientes. J'ai eu des patientes qui ont un lymphodème depuis l'âge de 10 ans et qui en ont une cinquantaine. Et le jour où elles se sont mis à leur compte, leur lymphodème, il a triplé, quadruplé. Et c'était très compliqué. Et sur un lipodème, c'est beaucoup plus latent. Ça arrive beaucoup plus insidieusement. Et souvent, l'échange que l'on a avec les patientes, c'est que elles ont connu ça dans leur famille, leur grand-mère, leur cousine, voire des fois leur maman, avec une déchéance parce que il n'y a pas eu de réponse qui leur a été portée et ces personnes se sont trouvées parfois alitées ou en fauteuil ou certains, elles ont supporté, quoi. Donc voilà, les 3 conseils, c'est vraiment psychologiquement être droit dans ses bottes et dire c'est moi qui suis maître de mon protocole de soins. Et deuxièmement, tester l'orthésiste sur ses connaissances au niveau des différentes marques, au niveau des spécificités des découpes de culottes, par exemple, au niveau des spécificités sur les options au niveau des genoux, voilà. Et le 3e conseil, c'est de demander à faire une mesure serrée. Serrée au niveau des cuisses, serrée au niveau des mollets. Mais le plus serré possible, le plus supportable. Parce que c'est ça qui va vous soulager. Et que par contre, au niveau des charnières, genoux et chevilles, prendre ruban posé, voire desserré. Il ne faut pas que ça fasse mal. D'accord? Sur le coup de pied, faire une mesure large.
Alors moi, je pose le ruban et je mets mon doigt dessous. Et de la même façon, sur la longueur du pied, je rajoute 1 centimètre. Carrément en longueur, je rajoute 1 centimètre. Alors, moi, j'utilise un mètre comme ça. En fait, à la base, c'est des mètres qui sont faits pour les nutritionnistes. Donc, c'est pratique parce que j'ai le petit crochet. Mesure serrée, c'est je serre au maximum. On voit bien. On voit bien? Oui. Voilà, donc on voit bien, vous voyez l'épaisseur de mon bras. Moi, j'ai un peu de souplesse vu que j'ai été opérée parce que j'ai toujours une masse fibreuse. Hein. L'opération, c'est pas non plus miraculeux. Voilà, donc ça, c'est la mesure serrée. La mesure posée, c'est celle-ci, hein, je ne tire pas du tout. Et la mesure large, eh ben, je vais mettre 1 ou 2 doigts dessous. Voilà. Et je prends ma mesure. Parce que le lipodème ne touche pas du tout le pied. Il ne touche pas du tout le pied. Donc, imaginons que c'est mon pied. Je vais donc mesure posée, mesure serrée À l'épaisseur du mollet. À l'épaisseur du mollet, la partie la plus large. Oui. Mesure posée au niveau du genou, mesure serrée au niveau de la cuisse. Et c'est pareil, si on veut faire un manchon du bras, parce qu'il y en a très peu qui me le demandent, mais je vous montre mes bras. Vous voyez, j'ai mes bras qui sont largement améliorés, mais j'ai encore du lipodème au niveau du bras. Faut pas. L'opération soulage, oui. Gagner des années, mais n'enlève pas le lipodème. Il faut arrêter de se faire croire n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà. Et donc, sur la longueur du pied, je rajoute 1 centimètre. Donc, ce que tu nous montres là, c'est toute l'importance de trouver un orthésiste qui connaisse la maladie et qui soit formé en fait à la prise de mesure. Et parce qu'il y a plein d'options, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des options de culottes, des options de serrage de ruban, des options diverses et variées qui sont importantes. Et il faut vraiment trouver quelqu'un qui connaisse donc le matériel et voilà. Et puis l'idéal, c'est de trouver un orthésiste qui fait suffisamment de volume pour avoir des bonnes remises à l'achat. Ça aussi, parce que malheureusement, effectivement, la compression rectiligne est très mal remboursée et il y a un reste à charge qui est important pour les malades. Tout à fait. Ouais. J'ai même parfois sur du sur-mesure un remboursement qui est inférieur à la série. Et ça, la VML, l'association Vivre avec le lymphodème, l'a déjà remonté au niveau de la sécurité sociale et que Noni n'en tiennent pas compte. Par exemple, une paire de chaussettes, c'est 22,40 €. Oui. Mais des fois, moi, je me retrouve à 19 ou 20 €. Oui. Sur une chaussette sur du sur-mesure, sur une chaussette qui a coûté, enfin que je vends, enfin que j'ai acheté 80 € et que je vends 90 €. Donc déjà, je me fais une marge minimum. Tout à fait. Éthiquement. C'est un choix éthique que nous avons fait, mon patron et moi. Donc des fois, il vaut mieux faire des kilomètres. Et moi, c'est ce qui s'était arrivé. Hein. Je préférais prendre le TGV et faire 400 km pour descendre à Montpellier que d'aller à Saint-Étienne ou à Lyon, qui était à 50 km, où je n'avais pas le conseil, je n'avais pas le prix. Et voilà, donc si c'est pour acheter un collant à 300 ou 400 € et qu'on ne peut pas le porter, ça ne sert à rien. Voilà, vaut mieux payer 70 € un billet de train et puis prendre une journée de congé et puis faire les choses correctement. Est-ce que tu peux nous réexpliquer comment mettre un collant de compression de manière correcte? Ah, alors oui, je peux le faire. Est-ce que je peux le faire sur moi? Mais avec plaisir, Ghislaine, tu y arrives. Alors, je vais d'abord expliquer ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà beaucoup plus simple. Donc là, c'est un bas rectiligne. Voilà. Il ne faut pas faire ça. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez additionner les forces. C'est-à-dire que si j'ai une vingtaine de plis, j'ai la force multipliée par 20, donc c'est juste pas possible. C'est rigide, on ne peut pas. D'accord? Donc, il ne faut jamais faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner le bas ou la chaussette sur la jambe pour garder que le pied. Donc, vous allez pincer le talon et retourner la jambe. OK? Et à ce moment-là, vous voyez, vous n'avez que 2 épaisseurs, donc c'est parfaitement élastique. Alors, il faut savoir que le tricot rectiligne, il est certes plus cher, mais il dure plus longtemps. Alors,
La réglementation dit quoi? Que normalement, c'est 90 jours de port, quelle que soit l'orthèse élastique de compression. 90 jours de port, c'est si j'ai que celui-là, c'est 3 mois. D'accord? Si j'en ai 2 paires de bas ou 2 collants, c'est 6 mois. Sur un lipodème, comme on ne va pas chercher à stimuler le retour veineux ou diminuer un œdème comme un lymphodème, même si ça agit quand même, hein, faut pas nier, et c'est un bénéfice, on va surtout en fait compresser pour diminuer la douleur. C'est ça l'objectif, d'accord? Diminuer la douleur et faire ralentir la pathologie. Donc, le rectiligne, on peut le garder plus longtemps. Moi, ça ne m'étonne pas que j'entends, pour des raisons financières, en fait, j'ai plus mon collant un an. Ça, c'est pas déconnant en soi. Alors, les 2 collants ou le collant, la chaussette, un an, parce que c'est aussi un moyen de baisser le prix, de prendre que la chaussette, sachant que souvent, enfin, dans tous les cas, le mollet est plus atteint que la cuisse, de toute façon. Et la cuisse peut être douloureuse, mais ce qui est vraiment handicapant, c'est les douleurs à la cheville et au mollet. Donc, on peut faire une paire de chaussettes quand on est en pantalon et une paire de collants quand on met un legging, une robe, un short, ce que l'on veut. Une paire de chaussettes, c'est 90 € à peu près, ouais. Comme je disais, un bas, c'est chez moi, 120, 150. Le collant, ça va être 300. Mais c'est très, très variable d'un appareilleur à l'autre. Que le calcul de remboursement se fait en fonction de la circonférence. C'est-à-dire qu'en gros, plus votre circonférence est grande, plus vous êtes remboursé. Mais moi, j'ai fait des comparatifs. Franchement, on gagne quelques centimes d'euros, voire quelques euros, entre une petite cheville on va dire, de 21, qui est une cheville standard, une grosse cheville 25, qui est déjà beaucoup plus courante, et une très, très grosse cheville de 38, voilà, on va avoir 4-5 € de remboursement en plus, alors que le prix, il est tout autre. Simplement sur le calcul de la cheville. À une époque, je faisais des comparatifs de toutes les marques, des comparatifs de toutes les chevilles pour prendre j'aurais pu faire sur le mollet ou sur la cuisse, de toutes les chevilles en fonction des circonférences pour voir le delta de remboursement en fonction du volume. Et en fait, le mode de calcul, il est pas du tout, mais pas du tout adapté, pas adapté pour avoir un remboursement suffisant. Donc, ce que voudrait la VML et ce que voudrait aussi l'Association maladie du lipodème, c'est d'avoir, comme le principe du CED, d'avoir un texte spécifique. Et puis même les fabricants, ils nous disent que le marché français, c'est le marché le moins intéressant, vu que c'est le moins remboursé. On donne un exemple. En Allemagne, un collant est remboursé 600 €. Oui, effectivement. Alors, c'est, on va dire, l'autre extrême. On ne demande pas avoir un remboursement de 600 € du collant, mais si on pouvait avoir un remboursement de 300 €, bon, les gens, s'ils rajoutent 50 € en reste à charge, on reste dans des prix raisonnables. Et l'appareilleur peut gagner sa vie, parce qu'aujourd'hui, on ne gagne pas notre vie, parce qu'on passe 1 heure à expliquer la maladie, les trichots, le protocole de soins. On passe 1 heure la première fois, plus les autres fois. Donc, je reviens à l'enfilage. Oui. On a retourné. Qu'est-ce que je fais, Rislaine? Est-ce que je le fais sur ma jambe? Ça va être compliqué. Non, je vais le montrer comme ça. Donc, on a retourné. Et en fait, le même principe que les calculs de force. Donc, on n'accumule pas les épaisseurs pour cumuler les forces. Et on ne va pas faire avec 2 doigts, on va faire avec les 4 doigts. C'est-à-dire que j'oublie mon pouce pour diviser les forces. C'est-à-dire que je vais prendre à pleine main. Alors, je ne prends pas à pleine main comme ça, je prends à pleine main comme ça pour bien avoir la poigne. Donc, je prends mon bas, je le prends à pleine main et là, je peux tirer sans problème. Et je tire sur la largeur, pas sur la longueur quand j'enfile.
D'accord? Quand j'écarte pour mettre les orteils et après, je ne fais que poser le tricot. Oui, Voilà. donc tu ne tires surtout pas comme sur une Ça, chaussette classique, surtout pas. ça- mais même une chaussette classique, on ne la tire pas. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas aux infirmières et tout ça à poser, et puis elles n'ont pas le temps, mais un tricot ne se tire pas. Un Je parle tricot, de chaussettes, pas de contention, pas de compression, si tu veux. Je parlais d'une chaussette de supermarché. Oui. les chaussettes de compression, quand ils les filent, c'est parce qu'ils les enfilent pas comme il faut. Après, les chaussettes de supermarché, oui. Alors, donc, on prend, on écarte, j'utilise mon petit pied là, je mets dedans et je pose. D'accord? Ça, c'est la première étape des 5 étapes, comme les doigts de la main. D'accord? Donc, j'ai mis les orteils. Je prends mon talon, paf, j'enclenche pour que mes orteils soient bien placés. OK? Comme j'ai pris des mesures larges et longues, mes orteils doivent bouger à l'intérieur. Ça, c'est très, très important. Pour le déroulé du pas, il faut que les orteils bougent. Et après, on prend le bout où il y a la bande, voilà, et on enfile sur la jambe. Alors, je vais essayer de le faire. C'est sûr que là, c'est pas pratique. Imaginons que j'ai la jambe. Je vais prendre le tricot comme ça et je le fais passer derrière le talon. D'accord? Oui. Et je monte petit à petit, c'est-à-dire que tous les 10 cm, je monte, je monte. Et je redescends le tricot pour remonter. En fait, le but, c'est de passer le talon et de placer son tricot au fur et à mesure, tous les 10 cm. Et ça, c'est valable pour un tricot rectiligne comme pour un tricot veineux. Parce qu'il faut bien répartir la pression de haut en bas. 3/4 des gens, ils passent le talon. Déjà, ils mettent des plis, donc ils ont mal. Et après, ils tirent en haut. Ce qui fait que c'est trop tiré en haut. Il y a trop de tissu en bas. Alors, sur une personne qui a des jambes droites, déjà, le galbe du mollet fait que la chaussette ou la cuisse flasque, parce que nous, on a des cuisses flasques, hein, et ben, le bas ou la chaussette ne va pas descendre, vu que le tricot est trop tiré, donc le tricot reprend sa place, il va redescendre. Et en plus, le pire, c'est comme il y a trop de mailles au niveau de la cheville ou derrière le genou, eh ben, ça va garrotter parce qu'il y a trop de masse et ça fait un garrot. Et c'est pas ce qu'on recherche, justement. Donc, on s'en fout de la place du talon. Moi, j'entends toutes les infirmières, elles me disent, il faut placer le talon. On s'en fout du talon. C'est pas le truc important. Ce qui est important, c'est de bien répartir la maille de haut en bas. Donc, les bonnes mesures, faites-vous confiance à votre ressenti avec le serrage. Vous dites, non, serrez plus, c'est trop. Et moi, quand je prends les mesures, je dis, allez, j'explique ce que je fais. Je dis, là, je fais une mesure posée. Là, je fais une mesure serrée. Vous me dites quand c'est confortable. C'est trop? Oui, oui, c'est trop. C'est pas assez? Non, un peu plus. Et hop. Et c'est la patiente qui choisit le serrage au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure des mois et des années que vous portez votre rectiligne dans un canal d'hypodème, du coup, cette douleur, elle va diminuer. La texture, elle va s'assouplir. Donc, ça veut dire que logiquement, au fur et à mesure des mois et des années, vous pouvez de plus en plus serrer. Et donc, agir de plus en plus sur votre lipodème. Je ne sais pas si vous êtes clair. Oui, tu as été très clair. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que quand on a un lipœdème qui est douloureux, quand on arrive à mettre en place donc la compression, on a quand même de l'espoir pour améliorer les sensations de son lipœdème et que c'est normal. Et ça, je tiens à le souligner parce que souvent, on entend, oui, mais maintenant, j'ai la peau qui est toute flasque depuis que je mets le collant. C'est bon signe, c'est qu'on a été actif sur le lipœdème et qu'on commence à avoir un résultat. Voilà. Tout à fait. Moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'avais la peau tellement tendue qu'elle était luisante. C'était extrêmement dur. Donc, elle s'est assouplie. Et je dirais même à la veille de mon opération, psychologiquement, j'arrivais à sentir qu'est-ce qui était mon corps quand je bougeais mes jambes. Mes mollets bougeaient comme si j'avais une botte d'eau. Et j'arrivais à sentir qu'est-ce qui était mon corps et qu'est-ce qu'était la fibre pathologique. C'est-à-dire que mon mollet était devenu tellement souple que j'arrivais à différencier les deux. Et les chirurgiens, leur problématique, alors je ne suis pas en train de faire la promotion de l'opération, c'est un choix personnel. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont plus de 70 ans qui ne veulent pas se faire opérer, je les comprends.
faire ce qu'on appelle traitement décongestif, c'est-à-dire faire les drainages, porter les collants rectilignes avant l'opération, c'est primordial. Alors, déontologiquement, toutes les cliniques vont dire « Oh, 6-8 mois avant ». Mais moi, je dis qu'il faut préparer au minimum 2 ou 3 ans l'opération. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rislaine. Effectivement, plus le lipœdème est avancé, dur, douloureux, et plus il faut préparer avant. Oui. Le travail du chirurgien est quand même facilité, donc les résultats sont aussi meilleurs derrière. Et le post-op est aussi plus facile. Alors ça, c'est évident. Alors, sur les bras, vous allez dire, je vais porter un manchon rectiligne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste plus compliqué à supporter au niveau du pli du coude et surtout au niveau du poignet. C'est plus compliqué parce que je sais pas la raison. J'ai des meilleurs résultats avec des marques comme Solidia qui sont avec le Silverways, qui est un manchon anticellulite, ou avec des manchons élastiques, éventuellement, type manchon élastique lymphodème. Mais par contre, en post-opératoire, le manchon rectiligne, indispensable. Pour éviter les cordes lymphatiques, pour accompagner le drainage du kiné, parce que quand on a un stade très avancé quand même des bras, le Boléro, je ne vais pas citer les marques, mais qui sont couramment utilisées en liposuction, on ne les supporte pas. En stade avancé, je parle. Donc, tous les je sais qu'il y a des personnes qui font les promotions de ces marques-là, mais et pourtant, c'est des tricots qui ont une pression moindre, qui ont une pression qui correspond à la classe 1 française. La sensation au niveau cutané est vraiment très compliquée. Donc, avec l'orthésiste, on peut préparer aussi sa préopération et sa post-opération. Alors, Ghislaine, pour terminer, comment est-ce que tu envisages l'avenir? Et je sais que tu es très active, notamment au sein de l'association Lipœdème France. J'aimerais qu'enfin la France ne fasse plus l'autruche et accepte, parce que pour l'instant, elles ont enregistré le lipodème par obligation légale, du fait que l'Europe et le monde l'aient enregistré. Et le lipodème était une maladie rare jusqu'à l'année dernière, ne l'est plus parce qu'ils disent que ce n'est plus rare. À ce moment-là, mettons en place un parcours de soins. Mais ça ne se fait pas comme ça en France. C'est très compliqué, il faut avoir un comité scientifique, il faut remonter des statistiques. Enfin, c'est toute la galère qu'ont connue toutes les pathologies qui n'ont pas de traitement médicamenteux et donc qui n'intéressent pas les lobbies. Faut pas se cacher. Ça serait bien que le nouveau monde change de paradigme et qu'on aille plutôt dans des priorités de volume de patients et non pas d'intérêt financier. Alors, je suis peut-être un petit peu virulente, mais donc ça veut dire que pour qu'on puisse un jour avoir une reconnaissance de la maladie, on l'a déjà, mais une reconnaissance consciente, on l'a légalement, mais consciente et réelle au niveau des prescripteurs et des fabricants, il faudrait que nationalement, la Haute Autorité de Santé accepte un parcours de soins. Ghislaine, merci beaucoup. Merci pour ton investissement. Merci pour toutes tes compétences et de nous avoir transmis toutes ces informations qui, je pense, vont être très utiles. Je peux dire une dernière chose? Ne vous découragez pas et n'écoutez personne. N'écoutez que votre corps. Apprenez à le cajoler, à le préserver, à lui faire du bien. Faites des choix de vie qui vous correspondent. Je pense que la maladie est un bon professeur. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Je sais que j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie avec cette maladie, mais je lâche rien. Et le bonheur, ça se cultive.